Nous y sommes. Mesdames et messieurs, je vous remercie tout d'abord de l'intérêt que vous portez aux travaux de nos rapporteurs. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé et l'information du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Le travail qui s'achève aujourd'hui par la présentation du rapport de Muriel Jourda et de Jean-Pierre Sueur a duré près de 7 mois. Plus de 40 personnes ont été auditionnées sous serment. Une trentaine de demandes d'informations complémentaires ont été faites auprès de l'Élysée et des ministères concernés. Après dépouillement des documents qui nous ont été remis, il y en a près de 500 pages, et des témoignages recueillis sous serment, les rapporteurs ont achevé leur tâche. Leur rapport est rendu public sur autorisation de la Commission des lois qui en a délibéré ce matin pendant plus de 3 heures. Il sera communiqué dans la journée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre. Il leur appartiendra d'en tirer les conséquences qu'ils jugeront utiles au bon fonctionnement de l'État pour que les faits constatés ne se reproduisent pas. L'objet de notre travail était triple. Tout d'abord, remplir la mission fondamentale du Parlement dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. Il s'agissait pour nous de faire œuvre de vérité, de rendre l'État plus transparent, plus efficace, plus respectueux du droit et permettre aux Français de se faire leur propre jugement grâce au caractère public de tous nos travaux et grâce aussi au caractère public de ce rapport. Cela doit permettre de renforcer pour l'avenir la prévention des abus de pouvoir. Nos travaux n'auraient-ils eu que ce résultat pour les centaines de milliers de Françaises et de Français qui nous ont suivis que ce résultat serait déjà très important pour notre démocratie. Les médias eux-mêmes ont pu développer certaines de leurs investigations très utiles en prenant appui sur les déclarations publiques qui ont été recueillies au cours de nos auditions. Cette mission est essentielle. Nous l'avons remplie, je crois, sereinement, mais sans inhibition, en toute indépendance, en prenant le temps qu'il fallait. C'est un rôle que, de notre point de vue, le Sénat était particulièrement à même de tenir, car c'est une assemblée parlementaire, libre, indépendante, non alignée. Sa tradition, c'est celle du dialogue et de la recherche du consensus, c'est aussi celle du pluralisme, en témoigne le fait que la majorité parlementaire du Sénat et l'opposition du Sénat se sont réunis pour travailler ensemble dans le seul souci de faire émerger la vérité. Notre deuxième objectif, c'était de proposer des mesures propres à éviter le renouvellement des désordres constatés, prévenir et sanctionner les conflits d'intérêts parmi les collaborateurs des cabinets pour qu'ils ne soient dans la main de personne, garantir le respect des standards de sécurité les plus élevés en ce qui concerne la protection du Président de la République et celle du Premier ministre, mieux encadrer la délivrance, l'utilisation, le retrait des passeports diplomatiques et de service, faire en sorte que les promotions dans la réserve de la gendarmerie nationale soient mieux régulées et plus généralement veiller à ce que les collaborateurs des autorités politiques n'interfèrent pas avec le fonctionnement opérationnel des administrations. Ceci est un point évidemment très important. Notre dernier objectif, c'est de faire mieux respecter pour l'avenir les prérogatives
du Parlement, quand il agit en vertu des pouvoirs de contrôle qu'il tient de la Constitution et de la Déclaration des droits de l'homme, dont l'article 15 dit que la société a droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ce droit fondamental des citoyens français, nous l'exerçons, nous, la représentation nationale, en leur nom. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons tout simplement pas laisser sans suite ce que nous considérons comme avoir été des faux témoignages. Nous aurons l'occasion d'y revenir, parce qu'il en va de l'autorité du Parlement pour remplir au nom des Français une prérogative tout à fait essentielle pour la démocratie. Nous avons constamment veillé à la sérénité de nos travaux et au respect de notre mandat, sans jamais répondre aux pressions, ni alimenter des polémiques autour des rebondissements à répétition qui ont accompagné nos travaux et que nous avons subis sans les avoir provoqués. Nous avons également été attentifs à ne pas livrer de conclusions partielles avant d'avoir achevé un travail méticuleux d'analyse et d'en avoir délibéré. Il n'y a pas une affaire Benalla. Il y a une affaire de la Contrescarpe et du Jardin des Plantes, une affaire du permis de port d'armes irrégulier, une affaire de contrat russe, une affaire de passeport diplomatique, une affaire d'émission d'un chargé de mission dans le bon fonctionnement de la sécurité présidentielle. Et c'est principalement cette affaire-là, à laquelle les autres sont d'ailleurs liées, qui, depuis le début, aura été le cœur de notre mandat. À la différence de l'Assemblée nationale, dont l'enquête visait directement les événements du 1er mai, qui font l'objet d'une enquête judiciaire, notre mission portait en effet, et je cite textuellement le mandat, sur la participation de personnes étrangères aux forces de sécurité à des activités de maintien de l'ordre et à la protection des hautes personnalités, ainsi que sur les sanctions aux manquements constatés. Nous nous sommes donc essentiellement penchés sur la protection du président de la 5e puissance du monde, dans une période de l'histoire où les risques terroristes sont particulièrement élevés. Notre président est doté de pouvoirs constitutionnels très importants parmi les chefs d'exécutif des grandes démocraties, notamment en matière de défense. Il incarne spécifiquement la continuité de l'État. Sa sécurité n'est pas une affaire personnelle. Elle regarde tous les Français. Elle doit être au niveau des meilleurs standards internationaux. Et je pense d'ailleurs qu'elle l'est au moment où je vous parle. Nous avons d'ailleurs inscrit notre travail dans une approche comparative avec les systèmes étrangers pour bien les connaître. Notre mandat, nous l'avons scrupuleusement respecté, comme nous avons respecté aussi la mission de la justice et les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Cela ne nous empêchait évidemment pas d'interroger sous serment, d'une part, des personnes faisant l'objet d'enquêtes judiciaires et, d'autre part, des collaborateurs du chef de l'État, comme ce fut à plusieurs reprises le cas dans le passé pour de grandes commissions d'enquête de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Mais des précautions particulières s'imposent, auxquelles nous avons été très attentifs. Ne pas faire le travail de la justice, ne pas exposer une personne entendue à s'accuser sous serment. Ne pas mettre en cause de décisions ou d'actes du président de la République. Et nous ne l'avons pas fait. Mais ne pas renoncer pour autant à l'exercice de nos propres prérogatives que nous tenons de la Constitution et que nous exerçons au nom du peuple français pour l'évaluation du fonctionnement des services de la présidence de la République et des services du gouvernement mis à la disposition de la présidence de la République. C'est le cas du groupe de sécurité de la présidence de la République et du commandement militaire du palais de l'Élysée. Nous n'étions pas en charge d'une instruction judiciaire, mais d'une mission de contrôle parlementaire. Nous avons, par conséquent, enquêté sur le fonctionnement de l'État et pas sur les agissements de M. Benalla. C'est très différent.
Je peux vous en donner quelques exemples et nous y reviendrons naturellement tout à l'heure. Place de la Contrescarpe. Ce ne sont pas les voies de fait que pourrait caractériser la justice qui nous intéressaient. C'étaient les conditions dans lesquelles M. Benalla s'est trouvé, qui venaient de décisions administratives, et c'est les conséquences qu'on a tirées de ces voies de fait au niveau des autorités publiques qui pouvaient en tirer. S'agissant des passeports diplomatiques, ça n'est pas l'utilisation illicite de ces passeports qui fait l'objet d'une instruction judiciaire qui nous intéressait. C'était d'expliquer comment il était possible que ces passeports soient restés entre les mains de l'intéressé plusieurs mois après qu'il ait cessé ses fonctions à l'Élysée. S'agissant des contrats russes, ce n'est pas le rôle propre de M. Benalla dans la conclusion de ces contrats qui nous intéressait. C'est les raisons pour lesquelles les règles déontologiques qui s'appliquaient à la prévention des conflits d'intérêts, et il s'agit d'un conflit d'intérêts majeur s'il est avéré, n'ont pas été mises en œuvre ni avant le licenciement, ni après le licenciement de M. Benalla. Et s'agissant de la sécurité présidentielle, naturellement, ce à quoi nous avons été sensibles, ça n'est pas de caractériser un certain nombre d'attributs de la fonction comme des avantages, des privilèges, ou, pour reprendre l'expression de M. Benalla, des caprices. C'est de savoir si ces attributs étaient caractéristiques de la fonction réellement exercée par M. Benalla en matière de sécurité, puisque c'était l'objet même de notre travail. Et c'est une question évidemment essentielle du point de vue de l'État que la justice n'est pas en mesure de traiter chacun son rôle entre nos différentes institutions. En bornant strictement notre examen à des questions relatives au fonctionnement de l'État, nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies et défaillances ont été constatées, sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles de déontologie sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction donnée à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup, si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg. Du point de vue du bon fonctionnement de l'État, les informations qui se sont accumulées ensuite sont sans doute plus graves encore que les événements survenus en marge de la fête du travail. Comme l'ordonnance de 1958 relative à l'exercice de ses pouvoirs d'enquête par le Parlement le prévoit, j'ai donc décidé, conjointement avec les deux rapporteurs, et après avoir consulté ce matin la commission des lois, de demander au président du Sénat que le bureau de notre Assemblée, c'est la procédure, délibère en vue de saisir le procureur de la République de Paris des faux témoignages caractérisés de M. Benalla, des contradictions apparues entre les premières déclarations de collaborateurs immédiats du président de la République sur le rôle de M. Benalla en matière de sécurité et les éléments et témoignages recueillis par la suite, tout en soulignant d'ailleurs la qualité et la précision de nombreuses informations qui nous ont été apportées par les 10 collaborateurs sur d'autres points très importants. Nous souhaitons aussi que l'ensemble du rapport soit lui-même transmis au procureur de la République afin qu'il puisse apprécier l'existence éventuelle d'autres faux témoignages susceptibles d'avoir été commis par des personnes auditionnées. Il appartiendra donc au bureau d'en décider. Et les deux rapporteurs se joignent à moi pour faire cette demande au bureau. Je voudrais vous dire, en conclusion, que l'autorité qui peut s'attacher à notre travail vient essentiellement du respect par les rapporteurs et par tous les membres de la commission des lois
au cours des auditions, de notre mandat que j'ai rappelé, mais aussi du respect des prérogatives du président de la République, dont aucun acte, aucune décision n'a jamais été mise en cause par la commission des lois, et du respect de l'autorité judiciaire. Il y a la part de l'autorité judiciaire, il y a la part de l'enquête parlementaire. Elles sont complémentaires et elles vont dans la même direction, c'est très important de le dire. Nous avons confiance dans les institutions de la République, le Parlement auquel nous appartenons, bien sûr, la présidence de la République, l'autorité judiciaire, le gouvernement, et nous tenons à ce que cette confiance soit confortée par les propositions que nous faisons, qui sont des propositions constructives, destinées à éviter qu'à l'avenir, on puisse se retrouver dans ce genre de situation. Je vais donc maintenant donner la parole successivement à Mme Jourda et à M. Sueur, à moins que je la donne à M. Sueur et à Mme Jourda. Ils vont vous présenter maintenant le contenu même de leur rapport. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour présenter effectivement d'une façon synthétique, mais que nous pensons néanmoins complète, les travaux que nous avons menés autour de 4 points que je qualifierais de clés qui nous sont apparus au fur et à mesure de nos travaux. Le premier point est relatif aux sanctions qui ont pu être prononcées à l'encontre d'Alexandre Benalla après le 1er mai, événements qui ont d'abord justifié la tenue de nos travaux. En réalité, plusieurs défaillances ont été mises à jour dans la réaction des autorités fonctionnelles et hiérarchiques de M. Benalla et également de Vincent Crase, qui participait aux événements du 1er mai, après ces événements. Je le dis sans embâche, la Commission n'a trouvé ni approprié les premières suites qui ont été apportées aux agissements commis, ni proportionné les sanctions qui ont été prétendument infligées. Et nous avons regretté l'incompréhensible indulgence de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a conservé dans l'équipe de l'Élysée un collaborateur qui avait gravement manqué à ses devoirs. Et quand j'indique qu'il avait gravement manqué à ses devoirs, ça n'est pas de mon avis, c'est de l'avis de toutes les personnes qui ont été auditionnées par la Commission. Ce qui frappe en réalité, ça n'est pas tant la sanction qui a été infligée en mai, mais bien la confiance qui a été maintenue à Alexandre Benalla jusqu'en juillet. Tout d'abord, nous avons pu constater ce que je qualifierais d'une chaîne d'irresponsabilité en l'absence de signalement immédiat au parquet de ces faits. Rappelons-nous, revêtu d'un signe de police, selon l'IGPN, et peut-être armé sur la voie publique pour l'un d'eux, Alexandre Benalla et Vincent Crase ont ouvertement, le 1er mai 2018, fait usage de la force à l'encontre de manifestants. Les suites pénales relèvent aujourd'hui de la justice, mais ces faits présentaient déjà, pour les autorités et fonctionnaires informés, tous les indices qui permettaient d'envisager la commission d'un délit. Et il appartenait donc à ces fonctionnaires informés, en toute hypothèse, de soumettre la qualification de ces faits au parquet en application de l'article 40 du Code de procédure pénale. De façon assez surprenante, c'est la présidence de la République, et non pas le ministère de l'Intérieur, qui a été alertée la première, dans la nuit du 1er mai, de l'existence d'une vidéo des incidents. Et c'est également la présidence de la République qui a transmis l'information au ministre de l'Intérieur et au préfet de police. À l'inverse, plusieurs services clés, dont l'intervention aurait pu perturber le règlement discret de cette affaire Benalla, ont été maintenus dans l'ignorance jusqu'en juillet 2018. Ni la Direction générale de la police nationale, ni l'Inspection générale de la police nationale, ni la Direction générale de la gendarmerie nationale n'ont été avisées de ces faits. Aucune des autorités qui étaient informées, aucune de ces autorités, c'est-à-dire l'Élysée, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, qui connaissait ces agissements, ne les a signalés au procureur de Paris, chacune se défaussant a posteriori sur l'autre de la responsabilité du signalement. Ce que nous en avons déduit, c'est que bien loin du traitement hiérarchique normal, rapide, rigoureux, qu'aurait mérité un événement impliquant un agent de l'Élysée de ce niveau, de surcroît, ces dysfonctionnements témoignent de la fébrilité de l'exécutif face à un risque politique et risque que représentait la diffusion de cette vidéo sur Internet, et donne le sentiment que l'Élysée a, vainement, il faut le dire, souhaité se réserver le traitement du problème pour se préserver d'un possible scandale. Voilà quelles sont les premières conclusions sur cette chaîne d'irresponsabilité.
S'agissant toujours des suites données aux événements du 1er mai à l'encontre de M. Benalla, je dois dire que nous émettons des doutes assez clairs sur l'effectivité réelle des sanctions qui ont été infligées. Les informations qui ont été recueillies par la Commission sur la portée réelle des sanctions prononcées à l'encontre d'Alexandre Benalla, mais également de Vincent Crase, ont permis de démentir plusieurs explications qui avaient été données par le porte-parole du président de la République lors d'une conférence de presse donnée à l'Élysée le 19 juillet 2018 et qui avait fortement exagéré, me semble-t-il, la réalité de la sanction prononcée en mai. Concernant la mise à pied de 15 jours qui a été annoncée d'Alexandre Benalla par l'Élysée et de Vincent Crase par le Parti En Marche, les auditions de notre commission ont révélé qu'elles ne se sont en fait traduites par aucune conséquence financière immédiate pour les intéressés. Et à ce jour, nous n'avons d'ailleurs pas la certitude que la conséquence financière ait été réelle. Concernant la rétrogradation dont Alexandre Benalla est censé avoir fait l'objet, sa hiérarchie avait mis en avant le retrait à titre de sanction des compétences en matière de déplacement officiel du président de la République. Toutefois, il a été confirmé à notre commission que cette décision était provisoire et compensée par l'attribution de nouvelles tâches. Et surtout, ce principe de rétrogradation a été assorti d'importantes exceptions. Participation à la panthéonisation de Simone Veil le 1er juillet, également aux cérémonies du 14 juillet, fait non négligeable pour les Français au retour de l'équipe de France de football le 16 juillet, et surtout maintien de l'accompagnement des déplacements privés du président de la République. Sanctions, mais surtout confiance maintenue, ainsi que je le disais en préambule. Alexandre Benalla a conservé enfin des moyens qui étaient inchangés, ses passeports, ses véhicules, voire renforcés, puisqu'un logement de fonction lui a été attribué à la mi-juin, alors qu'il avait été sanctionné, et il continuait de participer à la réflexion sur la mise en place de la future direction de la sécurité du président de la République. La Commission estime donc que ces décisions témoignent d'une volonté moins de sanctionner que de ménager dans l'immédiat l'exposition médiatique d'Alexandre Benalla dans un contexte délicat. Voilà le premier point clé sur lequel nous souhaitions vous faire part de nos conclusions. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, dans la continuité de ce que vient de dire Muriel Jourda, je vais aborder les questions de sécurité. Vous savez, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que dès lors qu'il est apparu que M. Benalla était considéré comme disposant de protection d'une autorité, bien que cela ne fût aucunement formalisé. Dès lors que c'était perçu comme tel, tout s'est mis à dysfonctionner. Depuis l'Élysée jusqu'au ministère de l'Intérieur, à la préfecture de police, au Quai d'Orsay et même dans les ambassades, où sur la question des faux passeports qu'a évoqué le Président, il y a eu des comportements étranges. Comme si, et peut-être même jusqu'à Matignon, voyez-vous, comme si un seul être, par son autorité supposée, faisait que tout se mettait à dysfonctionner par cercles successifs. Alors, je vais vous dire, au point de vue de la sécurité, que, à l'opposé de la description qui a été faite par les collaborateurs de la présidence de la République, et à l'opposé des déclarations faites devant la Commission, qui sont entre guillemets dans le rapport et dans l'annexe à la lettre que vous avez dans vos dossiers. Déclaration faite par M. Stroda, par M. Lavergne et par M. Koller. Il est apparu que M. Alexandre Benalla avait exercé de fait une fonction tout à fait essentielle pour l'organisation et la gestion de la sécurité du président de la République, au risque d'en perturber le fonctionnement normal. On a pu obtenir, non sans mal, et avec retard, cher Président, la fiche de poste, la lettre de mission officielle qui définissait les missions de M. Alexandre Benalla. Et lorsqu'on la lit, et elle figure en annexe du rapport, on constate que, contrairement à ce qui a été dit sous serment devant la Commission, une mission spécifique de coordination des services de sécurité de la présidence de la République lui était confiée et qu'il l'exerçait seul, directement sous l'autorité du directeur de cabinet.
Plusieurs éléments tendent à confirmer que, contrairement aux affirmations des proches du chef de l'État, cette mission ne recouvrait pas uniquement, et loin s'en faut, des considérations à caractère logistique. À la lumière des témoignages recueillis, il apparaît qu'Alexandre Benalla, fort de la confiance et de la liberté d'action qui lui étaient accordées, et dans l'ambivalence des missions officielles qui lui étaient confiées, s'était arrogé un rôle central dans le fonctionnement des services de sécurité de ce qui est, comme l'a rappelé notre président, la 5e puissance du monde. Il est en particulier établi qu'il se serait à plusieurs reprises immiscé dans certaines décisions relevant de la gestion du dispositif de la sécurité du président de la République. Ainsi en a-t-il été de la mise en œuvre d'une cellule de réservistes de la gendarmerie nationale au sein du commandement militaire du Palais de l'Élysée ou du recrutement de plusieurs agents, parmi lesquels M. Vincent Kras. Il est également hautement probable qu'Alexandre Benalla a dans les faits participé activement au dispositif de sécurité des déplacements du chef de l'État, prenant un ascendant sur les responsables opérationnels de la sécurité et s'imposant comme un interlocuteur privilégié des autorités de sécurité publique. La Commission a également réuni des éléments concordants, donnant à penser qu'Alexandre Benalla exerçait dans les faits une mission et une fonction de protection rapprochée du président de la République, ce qui a été pourtant obstinément nié par les principaux responsables de l'Élysée que nous avons reçus. En atteste tout d'abord son positionnement permanent à proximité immédiate du chef de l'État lors des déplacements auxquels il participait, qui, de l'avis d'experts, correspondrait à une position d'épaule, je cite entre guillemets, chargée d'évacuer le président de la République dans des situations extrêmes. Justifié par le besoin de passer des messages au chef de l'État, un tel positionnement paraît pourtant n'avoir jamais été adopté par aucun des prédécesseurs ni aucun des collègues d'Alexandre Benalla. Surtout, le permis de port d'armes, et j'insiste là-dessus, qui lui a été attribué en octobre 2017 par la préfecture de police dans des conditions inédites et dérogatoires au droit commun, à tel point que l'intéressé lui-même avait envisagé, à défaut, un décret secret du président de la République pour l'autoriser à porter une arme, et nous en fournissons la preuve. Cela ne pouvait se justifier par d'autres raisons qu'une fonction de protection rapprochée. Le soutien appuyé de sa hiérarchie à la demande qu'il avait formulée, de même que les contradictions devant la commission des collaborateurs du président de la République pour justifier ce permis de port d'armes, accrédite l'idée qu'Alexandre Benalla exerçait des missions de protection rapprochée, requérant, contrairement à ses collègues, le port d'une arme. Il a par ailleurs reconnu avoir porté cette arme en présence du président de la République, ce qui est sans précédent par rapport à un certain nombre de situations identiques par le passé. Qu'elle résulte d'une volonté expresse de la hiérarchie ou d'une vision extensive par l'intéressé des missions qui lui étaient confiées, il ne fait nul doute que la présence et l'interférence d'un individu relativement peu expérimenté et soucieux d'affirmer son autorité dans un milieu de professionnels aguerris, sélectionnés et formés, ait pu constituer une source de dysfonctionnement et un facteur de fragilisation du dispositif de sécurité du président de la République. La liberté et les pouvoirs excessifs laissés à un chargé de mission dans un domaine aussi sensible que la sécurité du chef de l'État témoigne aux yeux de notre commission de l'imprudence de la présidence de la République dans l'encadrement d'un individu qui avait pourtant fait preuve par le passé de comportements professionnels inappropriés. Vous lirez le rapport. La commission a ainsi découvert qu'Alexandre Benalla avait été licencié de son poste de chauffeur personnel de M. Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, en raison de son manque de, je cite, « discrétion, responsabilité et transparence », notamment parce qu'il s'était prévalu du soutien du ministre pour une demande déjà de permis de port d'armes. J'ajoute, pour finir, qu'il est apparu que M. Benalla a participé à une cellule très restreinte
associant le chef du GSPR, le commandant militaire, et que cette cellule était chargée de définir une nouvelle stratégie pour la sécurité de la présidence de la République et du président de la République, et que l'objectif était, pour M. Benalla, comme il l'a déclaré publiquement et entre guillemets, c'était dans le journal du dimanche, d'établir un système qui prendrait des distances à l'égard du ministère de l'Intérieur, perçu par lui comme faisant obstacle à cette perspective qui était sans doute d'autonomiser quelque peu le dispositif de sécurité du président de la République, contrairement à la tradition qui existe depuis le début de la Ve République, où le dispositif de sécurité du président de la République est exclusivement constitué de policiers et de gendarmes relevant hier du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui pour l'essentiel du ministère de l'Intérieur. Merci, cher collègue. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. La troisième série de dysfonctionnements que nous avons mis à jour est l'existence de graves défaillances des autorités compétentes pour s'assurer du retrait effectif des prérogatives d'Alexandre Benalla après son licenciement à effet du 1er août. Donc, nous avons été alertés fin décembre par plusieurs articles de presse et dès janvier, nous avons mené de nouvelles auditions et de nouvelles investigations. Et nous avons eu alors la confirmation que les diligences minimales nécessaires pour garantir la pleine application de la sanction de licenciement d'Alexandre Benalla n'avaient pas été accomplies par la présidence de la République et les ministères concernés, notamment pour s'assurer de la restitution, après son départ, des moyens dont il disposait uniquement pour l'exercice de ses fonctions. Le premier moyen dont il s'agit est le téléphone Théorème, pour lequel on a pu noter un manque de diligence regrettable des services. Alors même qu'il s'agissait d'un moyen de communication hautement sécurisé, qui a été présenté comme nécessaire à l'exercice des missions de la chefferie de cabinet, encore que nous avons pu nous convaincre de ce que personne avant ni après M. Benalla n'a estimé nécessaire à ses fonctions, ce téléphone Théorème. Pour autant, c'est un moyen hautement sécurisé et la présidence de la République ne s'est pas aperçue, au moment de l'inventaire du bureau de M. Benalla qui a eu lieu le 2 août, de la non-restitution de ce terminal Théorème. La présidence de la République ne va s'en apercevoir qu'en octobre 2018, à l'occasion du recensement de l'intégralité des appareils qui sont mis à disposition, c'est-à-dire plusieurs mois après la date effective du licenciement. En outre, après qu'en octobre 2018, la disparition a été découverte, l'Élysée ne s'est pas assuré que l'appareil était restitué. L'Élysée s'est uniquement assuré qu'il avait été désactivé à distance et qu'il n'a pas été utilisé. Aucune demande de restitution de l'équipement n'a été adressée à l'ancien chargé de mission. Et ce n'est qu'en janvier 2019 que ce terminal a été rendu, sur proposition d'ailleurs du conseil d'Alexandre Benalla. La deuxième série de dysfonctionnements, s'agissant des restitutions des moyens mis à disposition de M. Benalla, est relative à ses passeports. Lorsqu'il était en fonction à l'Élysée, Alexandre Benalla disposait de pas moins de 4 passeports professionnels, 2 passeports diplomatiques et 2 passeports de service. Aucun n'a été restitué lors de son licenciement. Ces passeports diplomatiques ont été en revanche utilisés à une vingtaine de reprises, 23 selon l'intéressé lui-même, entre le 1er août et le 31 décembre 2018, pour se rendre notamment en Tchad, en Israël et probablement au Maroc et aux Bahamas. Ces passeports ont d'abord été attribués dans des conditions qui étaient anormales. L'attribution simultanée de 4 passeports professionnels ne semble ni courante ni justifiée à ce niveau de responsabilité. Et d'ailleurs, l'intéressé n'a pas été capable de s'en expliquer, se contentant de se retrancher derrière la responsabilité des ministères qui avaient accepté de lui délivrer ces titres successifs. Le motif de délivrance du premier passeport de service, nous l'avons découvert au cours de nos investigations, est un passeport qui a été délivré lorsque M. Benalla était en détachement comme chef de cabinet à la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2016. Et ce premier motif ne manque pas de surprendre, puisque ce document a été réclamé en vue d'un seul déplacement,
pour répondre à l'invitation du président de l'Office européen des brevets, qui était l'organe d'emploi d'Alexandre Benalla, et surtout pour se rendre en Allemagne, alors même qu'un passeport n'est pas utile pour se rendre en Allemagne. Mais il a été délivré pour ce motif. Le renouvellement du premier passeport diplomatique a eu lieu le 24 mai 2018, alors même que M. Benalla revenait suite à sa suspension disciplinaire, et alors qu'il n'aurait normalement dû conserver aucun rôle en matière de déplacements internationaux. Et en outre, selon l'Élysée, cette demande aurait été faite par M. Benalla lui-même, sans passer par le service du protocole ni l'échelon hiérarchique supérieur. Enfin, s'agissant du mode de délivrance de ces passeports, concernant l'utilisation alléguée d'un faux document pour l'obtention du second passeport de service, il n'appartient à la justice de se prononcer sur la responsabilité pénale d'Alexandre Benalla, puisqu'il nous a fait été indiqué que ce passeport avait été fourni, alors même que la demande avait été faite par M. Benalla lui-même, rejetée pour ce motif, et à nouveau reformulée sur la base d'un document qui n'aurait en réalité pas émané de sa hiérarchie. Ce que nous pouvons regretter, la justice étant saisie, ce que nous pouvons regretter toutefois assez vivement, c'est que ces faits qui sont connus depuis l'automne 2018 par l'Élysée, eh bien, n'ont été signalés au parquet qu'en janvier 2019, et on peut le dire sous la pression médiatique, puisqu'en réalité, ils ont été signalés le matin même de l'audition du directeur de cabinet du président par notre commission. Suite à ces conditions d'attribution quelque peu étranges, nous avons constaté également une restitution tardive, faute de démarche efficace en réalité de ces passeports. M. Alexandre Benalla a été licencié pour faute à compter du 1er août 2018. Pendant plus de 5 mois, les différentes administrations ont été incapables d'obtenir de lui la restitution effective et définitive de ses titres de voyage. La restitution a été effective en janvier 2019, sauf pour un des passeports de service qui a été déclaré perdu par M. Alexandre Benalla. Les démarches accomplies par les différentes administrations se sont limitées d'abord à des lettres de relance qui n'ont pas été suivies d'effet. Et en réalité, seules les révélations dans la presse ont conduit l'administration à envisager, bien sûr, bien plus tardivement, des poursuites pénales. Enfin, plutôt ensuite, nous avons pu constater une invalidation assez laborieuse des passeports diplomatiques, car des délais très importants se sont écoulés avant que les diligences efficaces soient effectuées pour empêcher l'utilisation des passeports diplomatiques. Nous a été indiqué que 2 éléments s'opposaient à la validation de ces passeports. D'abord, l'absence d'une décision de justice qui aurait été nécessaire, et ensuite l'absence d'un logiciel adéquat pour permettre de faire entrer dans ce logiciel le motif d'invalidation propre à la situation de M. Benalla. Cette demande, en réalité, elle a été faite en novembre. Je rappelle que le licenciement était à effet du 1er juillet 2018. Cette demande d'invalidation concernant les références des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla a été transmise par le Quai d'Orsay au ministère de l'Intérieur en novembre, pour se voir opposer le 26 décembre 2018 les impossibilités techniques et les problèmes informatiques que je vous ai signalés. Pourtant, après que la presse a dévoilé le 27 décembre qu'Alexandre Benalla avait pu conserver et utiliser jusqu'à ce jour les passeports diplomatiques, ces difficultés ont été rapidement et opportunément levées et l'invalidation a eu lieu. Ceci étant, indépendamment des difficultés techniques de logiciels qui nous ont été signalées, il est assez surprenant qu'aucune instruction individuelle n'ait été donnée à la police de l'air et des frontières par le ministère de l'Intérieur pour empêcher l'utilisation d'un tel titre de voyage lors de la sortie du territoire national par M. Benalla. Ce manque initial de réactivité des services, puis leur problème de coordination, a ainsi permis à Alexandre Benalla de continuer à utiliser ses titres de voyage à 23 reprises entre le 1er août et le 31 décembre pour sortir du territoire national. Monsieur le Président Sueur. Merci. Dans la continuité toujours de ce que vient d'exprimer Muriel Jourda, je vais vous dire quelques mots sur les contrats russes. Car en effet, cette affaire est une affaire gigogne et il est heureux, voyez-vous, je me permets cette incidence, que le Sénat existe. Car nos collègues de l'Assemblée nationale ayant créé une commission d'enquête qui a explosé en vol, comme les décisions qui eussent été opportunes, ainsi que l'a dit notre président Philippe Bas, n'ont pas été prises le 2 mai, ni d'ailleurs le 3 mai, ni d'ailleurs jusqu'à la parution d'un article dans le journal Le Monde, eh bien, il est heureux que des parlementaires aient pu,
enquêter, faire leur travail, ce que nous faisons sur tous les sujets, sans aucune restriction dès lors que nous étions dans le cadre de notre mission. Et c'est très important parce que ce qui apparaît maintenant, on pourrait nous dire que ce n'est pas essentiellement dans le cadre de notre mission, mais dès lors qu'il s'agit de financement, de contrats qui ont été conclus pendant que M. Benalla et M. Kras étaient à l'Élysée ou étaient en lien avec l'Élysée, il y a là quelque chose qui est considérable pour les conséquences éventuelles par rapport à la sécurité, non seulement de la présidence de la République, ce qui n'est pas rien, vous en conviendrez, mais au-delà. Mis en avant dès le début des travaux de notre commission, le manque de précaution et de diligence de la présidence de la République dans la prévention des conflits d'intérêts de certains de ses collaborateurs, pendant ou après l'exercice de leurs fonctions, s'est confirmé au fil des révélations sur l'affaire dite des contrats russes. La Commission n'a pas pu procéder sur ce sujet à des demandes d'informations complémentaires dans les délais impartis à l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui ont été consentis par le Sénat pour 6 mois le 23 juillet 2018. Elle tire néanmoins des informations qu'elle a réunies 3 conclusions majeures. D'abord, en matière de faux témoignages, les informations révélées par la presse, en particulier les enregistrements qui ont donné lieu à diverses péripéties parues dans la presse également, les enregistrements donc publiés par le journal Mediapart le 31 janvier 2019 et les déclarations publiques faites par M. Jean-Maurice Bernard, président d'une société qui, dans le contexte où nous sommes, s'appelle bizarrement Velours. Velours. Le 11 février, sur BFM TV, laisse à penser qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras se sont rendus coupables lors de leurs auditions devant la commission des lois du Sénat le 21 janvier de faux témoignages. Premièrement, sur les 3 points suivants. Premièrement, l'implication d'Alexandre Benalla dans la négociation et la conclusion du contrat liant la société Mars, on parle Velours, Mars, et un représentant de l'oligarque russe, M. Iskander Makhmoudov, profondément lié à M. Poutine. D'ailleurs, comme l'a dit, je crois que c'est notre président ce matin, il y a peu d'oligarques russes qui ne soient pas liés à M. Poutine. Deuxième point, l'engagement des négociations en vue de la conclusion de ce contrat dès le mois de mars 2018. J'attire l'attention, mesdames et messieurs, sur cette date. Dès le mois de mars 2018. Alors que Alexandre Benalla et Vincent Kras étaient encore en fonction à l'Élysée. Troisièmement, l'implication de Vincent Kras dans la reprise du contrat à compter d'octobre 2018 par une nouvelle société dont il nous a dit, qui s'appelle, je crois, France Close Protection, en français dans le texte, dont M. Kras nous a dit que c'était par une coïncidence qu'elle avait été créée le jour où l'autre avait été fermé, justement à la même adresse. Ce que nous avons écouté avec attention, comme toujours. Deuxième point, j'ai dit 3 conclusions majeures, ça c'est la première conclusion. Deuxième conclusion, les révélations sur l'affaire des contrats russes tendent à établir l'existence de conflits d'intérêts majeurs. L'implication de M. Alexandre Benalla et de M. Vincent Kras dans la négociation et la conclusion d'activités de nature privée, qui plus est pour le compte de sociétés appartenant à des intérêts étrangers puissants.
donc adjoint au chef de cabinet qui négocie avec une société des intérêts financiers liés directement à un État étranger et au plus haut niveau de cet État étranger, constituerait non seulement une faute déontologique majeure pour les intéressés, mais également un risque pour la présidence de la République et pour notre République. Il ne fait en effet nul doute que les relations indirectes entretenues avec un oligarque russe par un proche collaborateur du chef de l'État directement impliqué, on l'a vu, dans la sécurité de la présidence de la République et d'un réserviste du commandement militaire du Palais de l'Élysée exerçant une responsabilité d'encadrement seraient de nature, en raison de la dépendance financière qu'elles impliquent, à affecter la sécurité du chef de l'État et les intérêts de notre pays. Les ramifications de cette affaire des contrats russes jusqu'à Matignon et au sein de l'armée française, je précise, à travers un autre de ses protagonistes, M. Choukri Vakrim, présenté comme le compagnon de la responsable du groupe de sécurité du Premier ministre, Mme Marie-Élodie Poitou, qui a depuis lors démissionné de ses fonctions. Et par ailleurs sous-officier, M. Wakrim, je précise, sous-officier affecté au commandement des opérations spéciales. Donc, dans un cercle très circonstancié du renseignement. Ne manque pas d'inquiéter quant au risque de vulnérabilité que ces activités commerciales ont fait courir aux plus hautes institutions de l'État. C'est la deuxième conclusion. Voici la troisième. Alors que l'affaire des contrats russes met en lumière d'importants dysfonctionnements au plus haut niveau de l'État, il est certain que la présidence de la République a péché par manque de précaution en ne prenant pas toutes les mesures qui paraissent absolument nécessaires pour s'assurer que les intérêts privés de certains de ses collaborateurs n'interféreraient pas avec l'exercice de leurs fonctions et ne compromettraient pas, leur indépendance. Dès le début de ces travaux, la Commission a en effet mis en avant le fait qu'Alexandre Benalla, comme d'ailleurs 7 autres agents nommés en qualité de chargés de mission à l'Élysée, échappaient à toute transparence. Alors même qu'ils exerçaient des missions importantes ainsi qu'une influence certaine sur la réflexion et les décisions du chef de l'État, ces chargés de mission, employés au sein du cabinet de la présidence de la République, n'ont pas rempli, n'ont pas déposé de déclaration d'intérêt ni de déclaration patrimoniale, au mépris de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui s'applique évidemment à l'ensemble des collaborateurs du président de la République, au sein du cabinet en tout cas. L'affaire dite des contrats russes atteste des conséquences d'une telle négligence. Le fait qu'il n'ait été demandé à Alexandre Benalla de respecter ses obligations de déclaration, qu'il n'ait pas été demandé à Alexandre Benalla de respecter ses obligations de déclaration, a privé l'Élysée de la possibilité de bénéficier des prérogatives de la haute autorité pour la transparence de la vie publique afin d'enquêter sur d'éventuels conflits d'intérêts et permettre, en cas de déclaration mensongère ou de déclaration incomplète sur des intérêts privés et sur des intérêts privés produisant des contrats dont les sommes sont parues, les montants sont parus dans la presse, et chacun a vu que c'était loin d'être négligeable. Donc la haute autorité n'a pas pu enquêter, ni même statuer sur ces questions. Voilà pour la question des contrats russes. Merci, cher monsieur le rapporteur. Madame Jourda va vous présenter, je crois, la liste des principaux dysfonctionnements dont nous avons fait l'inventaire. Merci, Monsieur le Président. À titre liminaire, avant de présenter cette liste, je voudrais indiquer qu'à ce stade, je pense que vous avez saisi comment la Commission a travaillé et l'évolution de notre travail. Nous avons été saisis initialement du fonctionnement de l'État sur les faits qui se sont déroulés le 1er mai à la Contresca. Ces faits concernaient M. Kras
mais surtout M. Benalla, c'est sans doute celui sur lequel nous sommes le plus attardés, parce que les faits qui ont succédé ont plus concerné M. Benalla. Et M. Benalla nous a été présenté au début des auditions comme plutôt un bon élément à l'Élysée, puis à la fin des auditions comme un individu, pour reprendre le terme qui a été employé, un peu moins recommandable. Mais s'il y a une chose qui n'a pas varié dans la façon dont les choses nous ont été présentées, c'est le fait qu'il s'agissait d'un individu qui avait des agissements qui étaient isolés et qui ne pouvaient pas être mis en lien avec sa fonction à l'Élysée. Or, au fur et à mesure de nos auditions, au fur et à mesure de la réception des documents que nous avons demandés, des réponses aux questions que nous avons formulées, au fur et à mesure aussi des éléments que nous avons pu trouver dans la presse et dans les médias de manière générale, eh bien, nous avons découvert qu'en réalité, si ces éléments, si ces agissements étaient ceux d'un homme, ils n'avaient été possibles que parce qu'il évoluait dans un système qui avait, du fait de ces dysfonctionnements, rendu possible toutes les anomalies que nous avons pu trouver. Et la thèse de la faute de l'homme isolé s'est effacée au profit du dysfonctionnement d'une institution qui a rendu possible ces multiples situations anormales, allant jusqu'à affecter, et je crois que Jean-Pierre Sueur l'a dit très bien, la sécurité du président de la République. Alors, ces principaux dysfonctionnements que nous avons constatés, ils sont lesquels ? Ils sont d'abord majeurs, nous semble-t-il, ces dysfonctionnements au sein des services de l'État, et ils ont pu affecter non seulement la sécurité du président de la République, mais également les intérêts de notre pays. Il s'agit d'abord des pouvoirs excessifs qui ont été laissés à un collaborateur inexpérimenté dans un domaine, la sécurité du chef de l'État, pourtant essentielle à la continuité de l'État, et je me référais au développement fait sur ce point par le président Bas. Nous avons découvert aussi la nomination atypique comme lieutenant-colonel de réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, qui a été celle de M. Benalla. Nous ne l'avons pas reprise, mais cela est resté présent à l'esprit de tous. Nous avons également mis à jour cette confiance maintenue et cette collaboration poursuivie après les graves dérapages commis par ce collaborateur le 1er mai 2018. Également une remontée d'informations défaillantes au sein de l'institution policière et de l'exécutif sur les faits du 1er mai. Une dissimulation des faits à la justice du fait de l'absence de saisine du procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Une première sanction discrète, je l'avais indiqué, et dont la portée réelle n'est pas établie. Un sérieux manque de précaution dans la prévention des conflits d'intérêts de certains collaborateurs du président de la République. Un manque de diligence dans le suivi et le retrait des moyens alloués à Alexandre Benalla après son licenciement, passeport, téléphone, je n'y reviens pas. Une réaction plus tardive pour s'assurer du respect par l'intéressé de ses obligations déontologiques à l'issue du contrat. Et enfin, un contrôle insuffisant des affectations des réservistes au sein du dispositif de sécurité de l'Élysée. Il s'agit là, bien sûr, de M. Kras. Voilà quels sont ces dysfonctionnements, Monsieur le Président, qui ont été relevés. Est-ce que vous pouvez aborder maintenant les propositions ? Je crois que vous répartissez leur énoncé. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous allons faire 13 propositions. Alors, bien entendu, dans le respect, je vais présenter 6 propositions et Muriel Jourda en présentera 7. Ça va ? Bon. Alors, première proposition. On développera si vous avez des questions. Pour le moment, on va les énoncer. Première proposition, réformer le cadre réglementaire relatif au groupe de sécurité de la présidence de la République, GSPR, afin d'une part de réaffirmer la compétence exclusive des membres des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité du chef de l'État, d'autre part formaliser les règles et procédures de recrutement au sein de ce GSPR. Proposition numéro 2. Maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République, ce qui nous paraît absolument essentiel sur le plan des institutions républicaines. Ça a toujours été comme ça depuis le début de la Ve République, je le rappelle. Donc maintenir la responsabilité organique du ministère de l'Intérieur sur le groupe de sécurité de la présidence de la République et prévoir l'avis du chef du service de la protection sur la composition de ce groupe. Proposition numéro 3. Rappeler par voie de circulaire les règles déontologiques devant régir les relations entre les collaborateurs de la présidence de la République, ceux des cabinets ministériels et les administrations centrales. Proposition numéro 4.
mettre fin à l'expérience des collaborateurs officieux du président de la République et faire respecter strictement leurs obligations déclaratives à tous les chargés de mission de l'Élysée. Proposition numéro 5. Conditionner le recrutement des collaborateurs du président de la République à la réalisation d'une enquête administrative préalable afin de s'assurer de la compatibilité de leur comportement avec les fonctions ou les missions susceptibles de leur être confiées. Proposition numéro 6. Prévoir par la loi des sanctions pénales en cas de manquement aux obligations de déclaration d'une nouvelle activité à la commission de déontologie de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait dans le cas de M. Benalla, ni avant ni bien sûr après. Maintenant, j'ai terminé pour les 6 propositions. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. La proposition numéro 7 a trait directement à notre saisine qui avait mis en avant un dysfonctionnement de l'État qui consistait pour un collaborateur de l'Élysée à intervenir dans une mission de maintien de l'ordre qui relève, elle, de l'action du gouvernement. Si l'exécutif est constitué de 2 pôles, le président de la République et le gouvernement, ils ne doivent pas interférer dans l'action l'un de l'autre. De sorte que notre proposition numéro 7 est de mettre fin à la pratique des conseillers communs au président de la République et au Premier ministre pour respecter la distinction constitutionnelle des fonctions présidentielles et gouvernementales, seul le gouvernement étant responsable devant le Parlement. La proposition numéro 8, dans le cadre d'une plus grande transparence, est d'enrichir le rapport déposé annuellement lors de l'examen du projet de loi de finances. Les connaisseurs sauront ce que c'est que l'annexe budgétaire jaune. Ce rapport étant consacré au personnel affecté dans les cabinets ministériels, l'enrichir d'un volet supplémentaire permettant de dresser un tableau du nombre, des missions et des rémunérations des personnels affectés à la présidence de la République. La proposition numéro 9 consiste à renforcer la transparence des recrutements dans les différentes réserves de la gendarmerie nationale et la rigueur des règles de sélection dans la composante spécialiste de sa réserve opérationnelle, avec un référentiel de compétences techniques ou théoriques recherchées, un niveau élevé de formation ou d'expérience professionnelle nécessaire pour postuler, une vérification et une appréciation préalable par un jury pour préparer et appuyer la décision du directeur général. La proposition numéro 10 consiste à rendre obligatoire l'établissement d'une liste des activités professionnelles exercées par les réservistes du commandement militaire du palais de l'Élysée. Les 2 autres propositions, 11 et 12, ont trait au renforcement des pouvoirs du contrôle du Parlement. La proposition numéro 11 consiste à conforter le pouvoir de contrôle du Parlement sur les services de la présidence de la République, et non pas sur le président de la République, mais bien sur les services de la présidence de la République. La proposition numéro 12 consiste à établir et confirmer la plénitude des pouvoirs d'investigation des commissions d'enquête parlementaires dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs et du secret de l'instruction, y compris quand la justice enquête de son côté sur des crimes et délits à propos des mêmes faits, en exerçant le contrôle parlementaire sous l'angle exclusif du fonctionnement de l'État. Je peux peut-être illustrer, Monsieur le Président, cette proposition, car il y a eu de nombreux débats sur le fait que notre commission puisse enquêter alors que la justice était saisie sur des faits qui étaient proches, dont on pouvait penser qu'ils étaient similaires. Et nous avons toujours défendu le fait que la justice et le Parlement bénéficiaient de pouvoirs qui étaient concurrents et de même valeur constitutionnelle, mais ne s'exerçaient pas sur les mêmes éléments, ce qui a été expliqué très bien par le président Bas tout à l'heure, puisque nous exerçons le contrôle du fonctionnement de l'État. Et nous pouvons dire qu'à l'occasion de notre mission, nous avons été suivis par la justice, car nous avions demandé au ministère de l'Intérieur un dossier qui avait été saisi et mis sous scellé. Le ministère de l'Intérieur nous l'a refusé. Pour ce motif, nous sommes donc adressés au juge d'instruction qui détenait ce dossier. Eh bien, il a tout simplement levé les scellés et rendu ce dossier au ministère pour que nous puissions lui refaire cette demande. Le juge a donc estimé que nous pouvions obtenir cet élément, quand bien même une enquête judiciaire était en cours. Mais il est important, par cette proposition, de clarifier ces éléments. Et enfin, la proposition numéro 13 consiste à mieux définir la portée juridique des obligations de signalement au parquet découlant de l'article 40 du Code de procédure pénale et d'en informer largement l'ensemble des élus, responsables et agents publics. Voilà, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. J'espère que les travaux de nos rapporteurs de la commission des lois
seront utiles, aux Français, bien sûr, puisque notre travail s'est fait en toute transparence sous leur regard et en leur nom, mais aussi utiles à l'exécutif, par les recommandations qui viennent de vous être présentées et dont j'espère qu'elles apparaîtront pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des recommandations constructives, dont une partie d'ailleurs vise simplement à ce que les règles soient respectées. Je voudrais revenir un instant sur la lettre que nous avons écrite au président du Sénat pour que le bureau du Sénat soit saisi, pour vous indiquer la motivation fondamentale qui a été la mienne et celle des deux rapporteurs. Il s'agit pour nous, en pensant au respect des prérogatives nécessaires du Parlement pour l'avenir, de poser une exigence, l'exigence de dire la vérité au Parlement. Et cette exigence, qui existe dans l'ordonnance de 1958, ne doit pas rester lettre morte. Car sinon, c'est un droit essentiel que nous exerçons au nom du peuple français qui serait bafoué. Et c'est la seule raison pour laquelle nous avons souhaité que le bureau délibère de la possibilité de saisir le procureur de la République. Monsieur le Président Sueur, vous vouliez ajouter quelque chose? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je voulais ajouter deux choses. Premièrement, nous avons tenu, Muriel Jourda et moi-même, à co-signer cette lettre avec l'accord, bien entendu, du Président Philippe Bas. Pourquoi? Pour montrer notre totale unité, bien que chacun sache que nous n'appartenons pas à des groupes différents. Plutôt que nous appartenons à des groupes différents. Nous appartenons à des groupes différents. Tu vois, c'est un lapsus. Nous appartenons donc à des groupes différents. Et je voulais dire que dans cette affaire, finalement, nous n'avions qu'un objectif, connaître la vérité, dire la vérité, connaître les dysfonctionnements, les mettre à jour le plus possible et tirer les conséquences prévues par l'ordonnance. Et ce qui est important, c'est la lettre que vous avez dans votre dossier, mais j'insiste, c'est aussi l'annexe à la lettre. Car l'annexe à la lettre comprend toute une série de citations entre guillemets qui ont été faites sous serment devant la commission et qui justifient les préconisations qu'il y a dans la lettre par rapport auxquelles nous prenons naturellement nos responsabilités devant le président du Sénat, le bureau du Sénat et bien sûr devant le parquet et la justice si, ce que nous espérons, nous sommes suivis par nos collègues. Ça, c'est la première remarque. Seconde remarque, cette lettre, elle a été écrite avec beaucoup de soin et nous avons pesé chaque mot. Il y a 3 points différents, comme l'a dit déjà M. Bas, il y a 3 points différents. Premièrement, s'agissant de M. Benalla et de M. Kras, au vu des travaux de la commission, les informations collectées au vu des travaux de la commission, des informations collectées et de plusieurs déclarations sous serment de messieurs Alexandre Benalla et Vincent Kras, dont le détail figure en annexe du présent courrier, nous sommes conduits à considérer que celles-ci constituent des faux témoignages. Premier point. Deuxième point, s'agissant des 3 personnes déjà citées, de l'Élysée, M. Stroda, M. Koller et M. Lavergne. Il est fait état des informations qu'ils ont apportées et il est dit que notre enquête a mis à jour dans leurs déclarations un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions, dont le relevé figure en annexe. Et nous disons qu'ils ont retenu, je prends les termes exacts, une part significative de la vérité à la commission lors de leur audition, notamment sur le périmètre de la mission de sécurité exercée par M. Benalla. Dès lors, nous demandons au président et au bureau du Sénat de faire part de ces éléments. Et enfin, troisièmement,
Et je me permets d'insister là-dessus. Notre lettre comprend cet élément. Nous saisissons le parquet, nous vous proposons de saisir le parquet afin qu'il apprécie s'il y a lieu de procéder à des investigations concernant d'autres personnes et d'autres faits que celles et ceux que nous venons d'évoquer explicitement. Nous n'avons pas mis cette phrase de manière comme une clause de style. Il y a toute une série d'éléments dans le dossier, dans le rapport, et aussi dans le document annexé à la lettre, qui peuvent conduire une série d'investigations. Vous comprendrez bien que lorsqu'il y a des contradictions, on ne sait pas toujours qui a tort et qui a raison, puisqu'il y a contradiction entre des déclarations. Donc il y a 3 points différents qui sont marqués de manière différente. C'est important de le dire. Le premier, pour 2 personnes, le second qui concerne en particulier 3 personnes, et le dernier qui concerne toute personne citée dans le rapport, susceptible de donner lieu à des enquêtes à la diligence du parquet. Donc nous faisons cela, voyez-vous, ensemble, en prenant nos responsabilités et en ayant conscience, vraiment, de faire en conscience ce qui nous est demandé par la Constitution de notre République. Merci, cher collègue. Madame Jourda. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, je m'associe aux propos qui viennent d'être tenus. Et bien qu'il s'agisse d'une prérogative du Président de la Commission, Jean-Pierre Sueur et moi-même, nous avons tenu à nous associer à ce courrier en responsabilité. Le contrôle du Parlement est une fonction qui est le marqueur de la démocratie. Donc, il nous paraissait essentiel que cette fonction soit respectée. Et pour cela, effectivement, il ne faut pas que l'on puisse mentir et ne pas dire la vérité lors des commissions d'information, de commissions d'enquête et des missions d'information que nous menons. Et il nous apparaissait essentiel de saisir le bureau du Sénat pour que le parquet puisse à son tour être saisi sur ce point. Eh bien, merci, chers collègues. Merci de votre patience, mesdames et messieurs. Il se pourrait qu'il y ait une ou plusieurs questions. S'il vous plaît. Je suis Quentin Calmet, je travaille pour Public Sénat. Quel regard est-ce que vous portez sur la pression qui a été exercée sur la commission depuis le mois de juillet? Il y a les mots destitution qui ont été prononcés, qui étaient une volonté qu'on vous prêtait. Il y a également le fait que, voilà, il y avait cette expression qu'ils viennent me chercher. Quel regard est-ce que vous portez sur cette pression assez phénoménale aussi de la part de la garde des Sceaux, qui a attaqué vos travaux en termes de séparation des pouvoirs? Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment sur cette question? C'est l'écume des choses. C'était il y a longtemps, c'est-à-dire il y a 4 mois. Et nous n'avons pas attaché à ces tentatives de créer la polémique ou de pression la moindre importance. Le Sénat est libre et indépendant. Il a fait son travail avec sérénité, avec humilité aussi, en s'efforçant de répondre à l'attente d'objectivité qui, je crois, était placée en lui. Et il n'y a rien à ajouter, sauf peut-être que je veux remercier de la qualité de leur collaboration l'ensemble des personnes, aux réserves que nous avons indiquées tout à l'heure, qui ont été auditionnées, mais aussi vous dire que je suis très heureux, comme les rapporteurs, d'avoir pu rassembler à partir de nos demandes écrites une documentation très volumineuse, puisqu'elle atteint près de 500 pages et qui a comporté beaucoup d'éléments d'information dont vous avez trouvé la trace dans l'exposé des 2 rapporteurs et qui s'ajoutent aux informations que nous avons recueillies en audition. Bonjour, Asdina Metchaouch pour Quotidien. Oui. On a le sentiment que c'est sous la pression de votre travail au Sénat et du travail des journalistes que l'affaire a pu avancer jusqu'au placement en détention provisoire hier d'Alexandre Benalla. Question, la justice a-t-elle été trop lente dans cette affaire? Et deuxième question, sommes-nous, selon vous, en présence d'un scandale d'État? Ça n'est pas aujourd'hui, après avoir été si sourcilleux, si vigilant dans le respect du travail de la justice, que nous allons aujourd'hui, les rapporteurs et moi-même, faire des commentaires sur le travail de la justice. Quant à la qualification de ce qu'est
cette affaire Benalla, ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons constaté des dysfonctionnements, nous avons proposé des recommandations pour qu'il y soit mis fin. Il y a d'ailleurs été mis fin avant même nos recommandations pour un certain nombre de ces dysfonctionnements. Effectivement, grâce à un bon fonctionnement de notre démocratie, auquel le Parlement, à travers nous, je crois, aura eu sa part, mais les médias eux-mêmes auront eu une grande part dans ce résultat. Et ça inspire de la confiance dans le fonctionnement des institutions de notre pays. Et puis ça montre toute l'importance en démocratie de mettre sous le regard de nos concitoyens, des Françaises et des Français en l'occurrence, ce qui ne va pas pour que ce soit amélioré. Monsieur Sueur. Oui, je voulais ajouter un complément, mais pas sur ça, j'aurais été un peu frustré suite à votre question. Je voulais quand même saluer l'effort de rhétorique de Madame le garde des Sceaux, qui nous a gratifié d'une dissertation dans le journal Le Monde pour nous expliquer l'article 51 alinéa 2 de la Constitution. J'ai trouvé qu'il y avait un effort que je tiens à saluer. Nous avions lu par nous-mêmes la Constitution, et je voulais dire très, très aimablement, comme toujours, que s'il était tout à fait intéressant de voir que les hautes autorités de l'exécutif étaient très préoccupés du fait que nous n'empiétions pas, nous, pouvoir législatif, sur le pouvoir judiciaire, elle pourrait aussi s'interroger sur l'utilité pour le pouvoir exécutif de ne pas empiéter sur les prérogatives du pouvoir législatif. Voilà, c'est fini. Et réciproquement. Et nous sommes attentifs aux prérogatives de chaque institution. Madame Jourda. Oui, pour répondre également à cette première question de Quentin Calmet, des mots forts ont été prononcés, c'est vrai, comme le mot de destitution. Je pense que la restitution de nos travaux aujourd'hui aura permis d'apaiser des craintes, si elles existaient encore. Nous nous sommes concentrés sur le fonctionnement de l'État et nullement sur ce qu'on nous prêtait comme intention que nous n'avons jamais eue. Madame Jannick Halimi du Parisien. Oui. J'essaie de comprendre les conclusions auxquelles vous arrivez. Il me semble que vous faites, mais peut-être me trompais-je, des distinctions entre omission, mensonge, contradiction et faux témoignages, notamment pour messieurs Benalla et messieurs Kras. Est-ce que je me trompe et si c'est le cas, est-ce que ça entraîne des conséquences différentes sur ce que vous allez demander au bureau du Sénat? Monsieur Sueur a par avance répondu à cette question en montrant qu'en effet, il y a une distinction entre les trois cas que vous citez, le cas de monsieur Benalla, le cas des collaborateurs du président de la République qui, au début de notre travail, ont opposé des dénégations aux questions que nous posions sur l'exercice de responsabilité en matière de sécurité par M. Benalla, avant que la présidence de la République elle-même admette des responsabilités de sécurité de M. Benalla, quelques semaines après, au moment où nous avions demandé communication de la fiche de fonction de l'intéressé. Et puis, comme M. Sueur l'a expliqué tout à l'heure, il y a dans les témoignages reçus des contradictions. Et quand il y a des contradictions, il y en a... les auteurs de ces contradictions, certains ont dit la vérité et d'autres pas, mais nous ne sommes pas en mesure, les opposants les uns aux autres, de savoir. Et il appartiendra au procureur de la République, s'il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu qu'il approfondisse ces contradictions pour déterminer l'existence éventuelle, là aussi, de faux témoignages et attribuer de tels faux témoignages à leurs auteurs, ce que nous sommes incapables de faire quand deux personnes nous disent des choses qui s'opposent, si nous n'avons pas suffisamment d'éléments de fait pour trancher entre leurs témoignages et savoir qui dit vrai et qui dit faux. Et puis il peut arriver aussi que quelqu'un dise faux de bonne foi et sans mentir. Donc vous voyez que quand les questions se poseront à la justice, elle portera une appréciation différente de celle que nous pouvons porter et avec des moyens différents. Nous avons, nous, le serment, mais nous n'avons pas la garde à vue.
nous n'avons pas toutes les dispositions que peut utiliser la justice quand elle poursuit la recherche de la vérité sur d'éventuelles infractions. Pardonnez-moi d'insister, mais oui, permettez-moi. Ça veut dire que ce que vous appelez, ce que vous n'appelez pas officiellement, si je puis dire, ou juridiquement, je ne sais pas, faux témoignage, ce que vous appelez omission, contradiction et mensonge, je crois, vous préconisez, en tout cas vous proposez tout de même que ça puisse faire l'objet de la saisine du procureur. Monsieur Sueur va vous préciser les choses. Soyons extrêmement clairs. La lettre, vous l'avez. Donc, vous pouvez la lire, vous l'avez tout dans le dossier. Bon. Il est tout à fait clair que dans tous les cas, nous proposons au président du Sénat et au bureau du Sénat de saisir le parquet. C'est clair ? Premièrement, pour M. Benalla et Kras, avec des formules que nous avons écrites et que j'ai lues tout à l'heure. Donc c'est clair, en parlant de faux témoignages. Deuxièmement, nous demandons que pour les collaborateurs de l'Élysée précités, le parquet soit saisi au nom d'omission, d'incohérence et de contradiction, et au nom du fait que les personnes concernées ont retenu une part significative de la vérité à la commission. Et troisièmement, nous proposons que soit envoyé l'ensemble du rapport, c'est-à-dire le rapport lui-même, plus la lettre qui y est annexée, plus les témoignages qui sont annexés à la lettre. Et si vous lisez l'ensemble des témoignages, vous verrez qu'il y a matière à s'interroger sur un certain nombre de personnes qui n'ont pas été précédemment citées, mais qui sont dans le rapport. Et enfin, est aussi annexé au rapport l'ensemble des comptes rendus des auditions. Donc, nous disons ce que nous croyons devoir dire en conscience par rapport aux différentes personnes que nous avons citées et avec les qualificatifs que nous avons définis, et nous en prenons la responsabilité, mais dans les trois cas, il s'agit de saisir le parquet avec des motivations que nous assumons. Mais dans le troisième cas, c'est une saisine très large, car nous avons le sentiment que cette saisine large est, en l'espèce, absolument justifiée. Sans ça, nous ne l'aurions pas indiqué dans la lettre. Je crois que c'est clair. Enfin, j'espère. Merci. On fait ce qu'on peut. Oui, bonjour. Simon Le Baron de France Info. Pour compléter la question de ma consoeur du Parisien, est-ce que vous pouvez nous repréciser et nous résumer quelles sont les omissions, les contradictions, les incohérences que vous avez relevées dans les déclarations de messieurs Stroda, Kohler et Lavergne? Il y en a 7 pages, monsieur. Alors, je vous recommande d'en prendre connaissance puisque tout est rendu public dans le détail. Nous n'allons pas lire les 7 pages devant vous. On a tout résumé, ce matin. On a tout dit. C'est impossible. On a tout dit. C'est impossible. Parce que je fais de la radio, c'est pour ça que j'ai besoin bien sûr, mais du son. Là, nous comptons sur votre travail de journaliste pour informer vos auditeurs à partir de la totale transparence que nous avons faite. Et nous sommes à votre disposition. On pourra parler dans la radio. Voilà. Alors. On résumera. Monsieur Calmet. J'avais une deuxième question. Est-ce que donc vous avez travaillé sur tout ce qui s'est passé depuis les faits de la place de la Contrescarpe? Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre commission d'enquête, notamment sur la question des passeports diplomatiques? Est-ce que vous proposez à vos collègues sénateurs de la commission des affaires étrangères de vous suivre et de vous emboîter le pas dans ces travaux, parce qu'il y a encore des choses à découvrir selon vous? C'est une question qui peut se poser maintenant. Vous avez beaucoup d'idées pour nous. Celle-là, nous ne l'avions pas eue. Pour les passeports diplomatiques, la chose essentielle, c'est quand même que M. Benalla demande le renouvellement du passeport le jour même où il est déchargé de toutes les missions, de toutes les fonctions qui justifieraient qu'il ait un passeport diplomatique. Qu'il le demande directement, sans passer par le service du protocole de l'Élysée. Il l'obtient. Le Quai d'Orsay a donc dit au service du protocole qui lui a délivré le passeport, et il ne se passe rien. C'est-à-dire que le service du protocole ignore sans doute
le fait que M. Benalla a été déchargé des fonctions, en raison desquelles il a obtenu, par cette voie étrange, un passeport à un moment où il a eu le droit d'en avoir. Vous voyez, c'est le signe que tout dysfonctionne et un peu se déglingue à partir du moment où les gens pensent que c'est M. Benalla et qu'il a une autorité particulière. Même chose pour tout. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous avez de nouveau porté à nos travaux. Et je vous souhaite bon courage maintenant, parce que c'est vous qui prenez le relais. La conférence de presse est terminée.